je ne me revendique pas comme étant d'extrême droite. Après que des gens me placent comme étant d'extrême droite, j'en ai rien à foutre. Je pense que Louis Boyard ne voudrait pas être mon ami, par exemple. Mais moi, je suis pour une liberté d'expression totale. N'importe qui ne va pas penser comme toi va être d'extrême droite, va être un facho. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. On a aujourd'hui la chance de recevoir le Doc Baron. Salut le Doc. Salut, ça va? Ça fait très plaisir de te recevoir. Ouais. On a eu un débat avorté il y a moins d'un an et finalement on est du coup ravis de pouvoir te recevoir parce que t'es pas parisien. Ça s'entend aussi. Ils vont le comprendre, je pense. J'ai envie de commencer tout de suite avec une question qui est un peu en ligne de fond de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est la question de la droite, de sa réunification potentielle qui de toute façon n'a pas eu lieu en 2022 pendant les présidentielles. T'es un peu une des personnalités qui est un peu au milieu de ce qu'on va appeler la droite ou l'extrême droite. C'est quoi aujourd'hui la frontière entre la droite et l'extrême droite? Et c'est quoi même la droite aujourd'hui? Alors vaste question et je pense que ma réponse ne va pas vraiment vous convenir. En gros aujourd'hui ce qu'on appelle extrême droite, qu'est-ce que c'est vulgairement selon la plupart des Français et des médias? C'est le Rassemblement National et c'est Reconquête, en gros. Déjà, la disposition même de l'Assemblée par le biais de l'hémicycle, on te positionne à l'extrême droite. C'est comme ça. D'ailleurs, le clivage, originellement, même s'il y avait des différences de doctrine, le clivage, il se trouve aussi matérialisé dans l'Assemblée. On met ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Si on remonte le temps et qu'on analyse en gros les origines de l'extrême droite, c'est quoi? Alors, certains vont te dire c'est le boulangisme, d'autres l'Action française de Maurras. L'Action française de Maurras, c'est le royalisme et en parallèle, c'est l'anti-parlementarisme. Donc ça veut dire qu'on met l'Action française de Maurras à l'extrême droite au même titre que le Front National, au Rassemblement National. Sauf que le Rassemblement National n'est ni royaliste, ni anti-parlementariste, puisqu'ils ont des députés, ils participent à la vie démocratique du pays. Donc la question, c'est quels sont les critères? Alors Michel Vinocq, qui est assez orienté, te dira que c'est par exemple l'intérêt pour la frontière et pour la question de l'immigration. D'ailleurs, quand l'inconscient collectif pense à extrême droite, il va te dire que c'est des considérations en lien avec l'immigration. Ou l'identité. Ou l'identité. Tu prends un auteur comme Régis Debray, un homme de gauche, il a lutté avec Che Guevara, il a écrit un essai qui s'appelle L'éloge des frontières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Régis Debray, il est d'extrême droite? Je ne pense pas qu'il apprécie le qualificatif, tu vois. Il y a quelques jours, il y a Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, homme orienté à gauche. Du Parti Socialiste. Voilà, du Parti Socialiste, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui a lâché une bombe, il me semble que c'est dans Le Point, par rapport à la question de l'immigration et de l'océan Viking, etc., en disant des propos qui auraient pu paraître à certains proches à l'extrême droite. Il y a des militants aujourd'hui de la Grande Déraison qui vont te dire que Emmanuel Macron ou Jean-Michel Blanquer, c'est l'extrême droite. Donc il y a un problème de sémantique, il y a un problème de définition. À quand on est vraiment dans l'extrême droite, à partir de quels critères, tout ça c'est flou. Pour moi, l'extrême droite c'est devenu une sorte de fourre-tout, parce qu'on est dans une époque où il y a deux écueils. Déjà, c'est dans un premier temps le besoin de désigner l'ennemi politique. C'est la doctrine de l'ami et de l'ennemi politique de Carl Schmitt. Donc on a besoin de le désigner. Tu fais partie des libéraux, tu es un conservateur, tu es d'extrême droite, peu importe, mais il faut te trouver un qualificatif. Je suis le premier à tomber dans le piège, en utilisant parfois l'expression extrême gauche ou même wokisme, parce qu'en réalité le wokisme c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des tas de branches à l'intérieur, donc en fait c'est un millefeuille. Et le terme est refusé par les gens que toi tu qualifies de woke. Voilà, et d'ailleurs l'extrême droite refuse son qualificatif d'extrême droite. Donc en réalité, tout dépend du curseur où tu te situes. Si tu es un homme qui te revendique à gauche, et si tu te revendiques comme appartenant à certaines branches du wokisme, forcément que ta tolérance à l'extrême droite, elle va être très faible. N'importe qui ne va pas penser comme toi va être d'extrême droite, va être un facho, etc. Donc, pour moi, c'est très difficile de vous donner une définition de ça, parce que en réalité, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Toi, que certaines personnes, notamment à gauche, pourraient qualifier en regardant ton contenu d'extrême droite, est-ce que toi, tu te considères d'extrême droite? Moi, je me considère comme un conservateur. C'est-à-dire que moi, je me sens proche d'auteurs comme Edmund Burke ou même Roger Scruton, donc on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Donc, je ne me revendique pas comme étant d'extrême droite. Après que des gens me placent comme étant d'extrême droite,
j'en ai rien à foutre, hein, je te le dis sincèrement. Hein. Non, on va parler crûment. Hein. Parce que dans tous les cas, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, la logique de l'ami et de l'ennemi politique. On a besoin de te placer sur l'échiquier, place-moi. Et puis voilà, tout ce qui compte, c'est que toi, tu aies ta ligne, que tu essayes de la respecter au mieux, que tu sois cohérent avec tes idées. Après, moi, aujourd'hui, je ne me reconnais ni dans le Rassemblement national, ni dans Reconquête. Donc, si on voulait me placer sur l'échiquier politique aujourd'hui de ce qui est appelé l'extrême droite, ben, en termes de parti, je ne me reconnais pas dans les deux. Tu te reconnais ou pas chez les Républicains alors? Alors là, encore moins. Donc, encore moins, non. T'es un peu perdu dans tout ce fourre-tout. Tu vois, l'un des autres problèmes, c'est aussi la question de l'Europe. On dit souvent, et Michel Vinocq est le premier à le dire, l'extrême droite, c'est la préférence nationale, c'est le nationalisme, etc. Or, pour être nationaliste, il faut être aussi souverainiste. Et le problème, c'est que nos intérêts sont aujourd'hui alignés sur Bruxelles et les intérêts de Bruxelles sur Washington. Donc, tous les partis de droite ou d'extrême droite aujourd'hui en France sont pro-européens. Donc, même toi, tu es plutôt pro-européen? Ah non, absolument pas. Moi, l'Union européenne, enfin après, on ça aura l'occasion d'en parler. Avis, mais... Ça dépend sur quel sujet. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais je trouve qu'il y a un objectif d'infantilisation dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, pourquoi saluer, et tu l'as fait, mais tu n'es pas le seul, mais avoir salué la victoire de Giorgia Meloni, par exemple? Ah, je ne l'ai pas salué. Je ne l'ai pas salué parce que beaucoup de gens que tu vois toi dans tes émissions et tout l'ont salué. Et auraient souhaité ça d'ailleurs pour la France. Moi j'ai un avis beaucoup plus critique sur Giorgia Meloni parce que pour moi c'est une sorte de candidat, c'est un homme de paille, enfin une femme de paille plutôt, dans la mesure où en réalité, rien qu'avec l'affaire de l'Océan Viking, elle a certes refusé le bateau. Mais en fait, la France lui a fait un sale coup, puisqu'en gros, la France devait récupérer 3000 migrants en échange. Et en fait, la France va lui laisser les 3000 migrants. Donc en réalité, elle perd au change. C'est une victoire certes symbolique, parce qu'elle a dit on ne veut pas le bateau, mais dans les faits, les Italiens sont les perdants. Si on analyse vraiment les problèmes beaucoup plus loin, et elle est pro-Union européenne, elle est pro-OTAN, donc candidate d'extrême droite, néo-fasciste, on repassera quoi. Hein. Non mais parce que tu vois, sur toute cette considération droite-extrême droite, au crayon de toute façon on ne reproche jamais à qui que ce soit ses fréquentations. Mais quelqu'un comme Papacito par exemple ou Baptiste Marchais, qui sont des gens avec qui tu as régulièrement fait des émissions, sont des gens qu'il est difficile de considérer autrement qu'à l'extrême droite pour le coup. Et pour d'ailleurs qui que ce soit, on va dire, de l'arc politique français. Toi, tu les considères d'extrême droite ou pas, et c'est même pas la question que je vais te poser, mais comment toi, tu te vois par rapport à leur ligne qui, pour le coup, Papacito, même si jamais c'est des choses, on va dire, parfois très second degré, il y a des propos qui sont extrêmement anti-républicains, parfois royalistes, et surtout très politiquement incorrects, et pas dans le sens homme de paille du terme, dans le sens pur et dur du terme, c'est des propos anti-républicains. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça ? Alors moi, ils le savent, c'est-à-dire qu'à la fois Hugo comme Baptiste, je ne suis pas à 100% sur leur ligne. On a fait une vidéo il y a peu, on n'a pas le temps vraiment de discuter de politique vraiment de fond, on a parlé surtout de l'échec de Zemmour et de ce type de considération, mais si on était allé beaucoup plus loin, je pense que la plupart de ceux qui auraient regardé cette vidéo auraient vu qu'on n'était pas exactement sur la même ligne. Par exemple sur la question de l'avortement, sur ce type de problématique assez large et complexe, on n'a pas du tout les mêmes avis. Baptiste est plus sur une branche identitaire, c'est pas spécialement mon cas, etc. Donc c'est assez complexe par rapport à tout ça. Moi après ça me gêne pas, si tu veux, d'être placé proche d'eux parce que ce sont des amis. Ce sont des amis et moi je fais la différence entre les amis et le monde politique. Ce qui est triste, moi de mon point de vue, c'est que par exemple pour le cas d'Hugo, on va souvent le pointer du doigt pour des propos par exemple anti-républicains ou royalistes, etc. Déjà on a le droit en France d'être, si on veut d'être anti-républicain ou royaliste, on devrait avoir le droit. Parce que ça c'est aussi ma spécificité, c'est que je suis pour une liberté d'expression totale et entière. À l'américaine. Oui, totalement, c'est-à-dire sans aucune restriction. Donc, si on n'est pas d'accord, on se le dit directement. Mais par exemple, Papacito, là, il y a quelque temps, il a réussi à lever 250 000, 300 000 euros pour un ami paysan qui était dans une situation extrêmement compliquée. Personne n'en parle. La plupart des médias traditionnels n'en parlent pas. Parce que c'est Papacito. Pourtant, il a changé la vie de cet homme-là d'une manière positive. Et il a démontré quand même par A plus B que dans cette histoire, il y avait quand même des grosses irrégularités, voire peut-être même, j'utilise le conditionnel, de la corruption. Donc, ça, c'est pas avancé, c'est pas mis en avant. On va sortir que la petite phrase choc qu'il a pu dire, etc.
Et après, pour comprendre Papacito, il faut comprendre aussi que c'est un homme du Sud. On a un côté sanguin, on a un côté excessif, et c'est ce qui fait la beauté du personnage, en quelque sorte. Mais forcément, la personnalité de Papacito, elle est totalement en contradiction avec la pensée dominante d'aujourd'hui, ou du moins du français lambda, du français du quotidien. Oui, mais d'un autre côté, et c'est moi la question que je pose, est-ce que tu penses qu'on aurait mis en avant, je sais pas, un Hugo Clément ou un Louis Boyard, bon, même si maintenant il est député, parce que Louis Boyard, sur le plateau de TPMP, par exemple, disait qu'il avait aidé des jeunes en situation de précarité à trouver un logement à Évry, et il disait qu'on ne parlait pas de ça non plus. Est-ce que finalement, c'est pas un peu le cas de n'importe qui mène une action positive, dans le cas du coup de Papacito avec ce paysan-là, d'en fait d'être oublié par, on va dire, du clash et du buzz, et là pour le coup de quelque nature politique que ce soit, quoi. Oui, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère de l'affrontement perpétuel, de l'ami et de l'ennemi, donc on ne va jamais saluer les bonnes actions. Les bonnes actions. De toute façon, on est dans une époque qui est contre la nuance, on n'est pas du tout nuancé aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est aussi l'un des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait exploser certaines digues, ce qui fait que de suite il faut choisir une forme de camp. On l'a vu tout au long de son mandat, que ce soit pro ou anti-gilet jaune, pro ou anti-vaccin, bref, pour tout un tas de sujets. Donc non, aujourd'hui il n'y a plus de place à la nuance, donc c'est sûr que dans une logique d'affrontement perpétuel, surtout à l'ère des réseaux sociaux, ça me paraît difficile d'avoir, on va dire, l'intelligence et le recul nécessaires pour reconnaître chez l'ennemi politique, hein, j'emploie bien le terme d'ennemi politique, hein, mais c'est pas, faut pas voir ça comme quelque chose de tribaliste violent, hein, c'est juste une confrontation normale, c'est-à-dire que parce qu'il y a une idée A, il va y avoir le pendant inverse en face, donc c'est normal. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas de haine particulière pour les gens que j'affronte. Alors par contre, j'estime que leur politique, elle est délétère et qu'elle met le pays dans une situation dramatique, et même notre civilisation dans son entièreté. Mais après, individuellement, je n'ai pas de haine contre eux spécifiquement, quoi, tu vois. Oui, mais ça fait... Je termine juste là-dessus, parce que je n'ai pas du tout envie qu'on passe tout l'entretien dessus. Oui, mais non, mais bien sûr, sur Papacito, par exemple, il y a des moments où on peut en douter justement de cette haine qui irait au-delà de l'adversité politique, quoi, tu vois. Et ça peut faire peur. Et je dis pas ça parce que c'est forcément des gens que tu fréquentes, c'est plus te faire... Est-ce que tu as la même chose de Louis Boyard aussi, hein. Oui, mais moi, c'est au-delà de là où je veux en venir, c'est surtout, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte que l'adversité politique devienne une adversité humaine réelle et concrète, quoi, tu vois. Ça l'est devenu aujourd'hui. Moi, je pense que quand les idées politiques sont tellement opposées, ça devient même une haine de l'humain plus que des idées. En fait, ça devient comme si tu te fais une conviction qu'il faut détester la personne, alors que ça se trouve, vous pourriez même être extrêmement potes dans la vie. C'est ça qui est dingue. Je pense que Louis Boyard ne voudrait pas être mon ami, par exemple. Mais pourquoi ? Juste parce que vous avez des idées politiques différentes ? Ça se trouve, vous avez plein de points communs sur d'autres sujets. Le problème, c'est que vous le voyez bien dans la plupart des discours aujourd'hui, c'est que, en tout cas là, je parle pour moi. Bien sûr, vas-y. Je ne veux pas parler pour le cas de Papacito, de Baptiste, etc. C'est plus pour parler de fond qu'autre chose. Oui, bien entendu. Mais moi, par exemple, j'ai des amis qui sont orientés à gauche, j'ai des amis qui sont néo-marxistes, par exemple. Alors, il y a vraiment de tout, hein. C'est-à-dire que moi, mes amis, c'est United Color of Benetton, quoi. Il y a vraiment... Désolé pour l'accent pitoyable, mais bon, on est en France ici, donc il y a vraiment de tout, quoi, en prisme politique. Mais on arrive à faire la différence. Après, je suis de ceux qui pensent que quand même, quand il y a vraiment des idées qui sont très arrêtées, qu'il y a un refus du dialogue, etc., il y a des trajectoires de vie qui sont différentes. Par exemple, je pense que je pourrais être difficilement ami avec un woke qui coche absolument toutes les cases, quoi. C'est-à-dire un gars qui refuse à la fois de pratiquer tout type de sport, qui me reproche par exemple de manger de la viande, qui me reproche d'être hétérosexuel tout le temps, enfin, vraiment dans la forme la plus radicale de la chose. Et on l'a vu aux États-Unis que ça peut prendre par exemple des formes qui sont quand même assez inquiétantes. Mais à part ça, je ne suis pas contre l'idée d'avoir des amis qui sont orientés politiquement différemment de moi. D'ailleurs, j'ai par exemple un Discord qui est lié à la chaîne. Il y a sincèrement toutes les idées politiques. J'aimerais justement que dans le camp d'en face, il y ait cette ouverture, même dans le fait de lire des auteurs qui sont orientés à droite, parce que ça aussi, il y a cette difficulté-là. On le voit sur ma chaîne, j'ai étudié des auteurs qui ne sont pas sur ma ligne. Je prends l'exemple de Pasolini, et ce qui a été très étonnant, c'est que la dernière fois, j'ai reçu un commentaire
d'une femme qui me disait oui, mais toi qui es d'extrême droite, c'est marrant parce que tu le disais tout à l'heure, que des gens pouvaient avoir cette idée, toi qui es d'extrême droite, est-ce que ça te fait pas chier, je reprends ces termes, de parler d'un homosexuel? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois, enfin, débile, je trouve ces idées intéressantes, j'aime ces films, je ne vais pas regarder il est homosexuel, il est de gauche, etc. Poubelle, non, c'est complètement con. Donc j'aimerais qu'à gauche aussi, il y ait, en gauche là encore, c'est un fourre-tout, hein, on est bien d'accord, mais du moins dans la grande des raisons, parce que j'aime bien cette expression, qu'il y ait vraiment ce recul nécessaire et de dire, voilà, ben on va lire des auteurs, on peut ne pas être d'accord, hein, et d'ailleurs c'est ce que vous faites dans le crayon, on peut ne pas être d'accord, mais au moins regarder ce qui se passe, et même, ça serait logique que dans leur objectif de combat contre nos idées, ils lisent, ils savent qu'est-ce que c'est par exemple le conservatisme, où ça trouve ses bases, etc. Bah, c'est intéressant pour se forger justement une vraie pensée et être sûr de ses idées. Oui, c'est compliqué d'attaquer l'ennemi si tu n'es pas sûr de tes positions. C'est ça. Et puis même, comme vous le savez, je travaille chez Livre Noir. Et chez Livre Noir, on a plusieurs fois invité des personnalités qui ne sont pas du tout sur la ligne du média Livre Noir. Je pense par exemple à Gérard Filoche, etc. On ne peut pas dire que ces gens-là soient sur la ligne de Livre Noir. Et pourtant, on a fait l'effort de les inviter. Et comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais l'entretien se passe très bien. Il n'y a pas une volonté combat des vices. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas une volonté Alors bien sûr qu'il y a une volonté métapolitique derrière de montrer les idées pour que le public de Livre Noir puisse se dire c'est vraiment de la connerie et ça va... ils vont se dire... on est bien là où on est, quoi. Mais malgré tout, il y a la volonté de dire, ben voilà, on l'invite, on montre ce qu'il fait, etc. C'est aussi le rôle d'un média. Je change un petit peu de sujet. Je repensais aux analyses. Tu as fait beaucoup d'analyses de films sur des femmes héroïnes, un peu qui doivent s'adapter. Par exemple, je prends l'exemple de James Bond. James Bond qui serait incarné par une femme. En plus, avec le monde moderne dans lequel on vit, donc avec tous les codes socio-culturels. Toi, pourquoi c'est autant un problème pour toi? C'est plus pour le côté traditionnel et conservateur, ou c'est que vraiment ça te dérange profondément? C'est quoi pour toi le vrai fond du problème? Le fait que James Bond puisse devenir une femme, ouais. Ben, c'est très simple. Enfin, là, j'ai pris l'exemple de James Bond, non, mais dans aujourd'hui, tout ce type de film où une femme... J'en ai parlé pour James Bond, donc c'est assez logique. James Bond, enfin James, c'est un prénom masculin. Donc à partir de là, si James Bond devient une femme, c'est plus James Bond. Puisque le personnage trouve son origine dans les livres de Ian Fleming, et c'est un homme. Et dans la plupart dans tous les films même, je vous dis la plupart, mais c'est dans tous les films, c'est un homme également. Donc en fait, la question ne se pose même pas. Si on décide de faire James Bond une femme, en fait, c'est plus James Bond. Par contre, la question, c'est... Oui, pourquoi pas une Jane Bond? Oui, voilà, exactement. Est-ce qu'on ne donnerait pas le matricule 007 à une femme? Ça, c'est l'idée qui a été véhiculée ces derniers temps, parce qu'ils sont en train de chercher le nouvel acteur ou la nouvelle actrice qui va incarner James Bond, et ils se posaient la question éventuellement d'une femme. Moi, je trouve que c'est complètement pour une raison très simple. Alors moi, je suis un aficionados des James Bond. Je les ai tous vus, j'ai lu les livres, etc. Donc, je connais mon latin. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais non, c'est vrai que je pense qu'il y a une logique d'infantilisation quand tu décides de dire à une communauté, là on parle des femmes, mais on peut parler également de la communauté noire, asiatique ou peu importe, de leur dire, bon, ben, puisque nous, scénaristes ou réalisateurs, on est incapables de créer de nouveaux personnages afin que vous puissiez incarner eh bien, des figures héroïques, on va prendre celles déjà existantes pour vous faire plaisir. Ça, je trouve que c'est complètement idiot. Il y a à peu près 2-3 ans, il y a le film Ghostbusters qui a subi un remake, un reboot, enfin, appelons ça comme vous voulez. Donc au départ c'est 4 hommes avec Bill Murray, il me semble, dans le lot. Ça a été remplacé par 4 femmes et ça a été un bide monstrueux et la plupart des critiques ont dit que c'était un film de merde. C'est pas un film de merde parce que ce sont des femmes qui incarnent ces personnages-là. C'est parce que le consommateur ou celui qui est habitué à Ghostbusters ou à James Bond ou n'importe quel film issu de la culture populaire, il y va parce qu'il y a un certain cahier des charges. Quand tu vas voir James Bond, tu t'attends à voir la masculinité poussée à outrance. Usage de la violence, alcoolisme ou attrait pour l'addiction, conduite un peu sportive et surtout le rapport aux femmes. C'est ça qui fonde James Bond. Donc à partir de là, si tu décides de remplacer le matricule 007 par une femme, le personnage perd de sa substance. Par contre,
libre aux scénaristes et aux réalisateurs de faire des films avec de nouveaux personnages incarnés par des femmes ou des minorités. Il y a quelques années de cela, pour rester vraiment dans la culture populaire, ils ont créé la saga d'action John Wick. Ça n'existait pas avant, ils sont repartis sur des bases nouvelles. Donc faites ça avec une femme et voyez bien si ça marche ou pas. Donc moi, j'aime pas vraiment cette idée de on va prendre un personnage et on va le remplacer. Parce qu'on a l'impression que derrière, il y a une volonté plus de revanche, plus on s'attaque à un symbole que de vraiment créer un personnage féminin. Et d'ailleurs, des fois, c'est assez maladroit parce que quand on regarde le dernier James Bond, alors tout le long du film, sans divulgacher, il est remplacé par une actrice dont j'ai complètement oublié le nom, pour le coup, peut-être que vous connaissez. Je l'ai pas en tête. Tout le monde a vu le film, je pense. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle le remplace, mais en fait, tout au long du film, elle est tournée en dérision où elle n'est pas efficace, contrairement à James Bond. Et à la fin, c'est lui qui est obligé de reprendre le matricule pour limite faire ce qu'il fait de mieux, quoi. Donc en fait, des fois, c'est maladroit. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plaisir en disant allez, on va mettre une femme qui va incarner James Bond, mais derrière, ça sonne creux. Mais j'aimerais qu'on avance, qu'on change un petit peu de sujet et qu'on parle de quelque chose qui a fait un peu trembler les réseaux sociaux il y a quelques semaines de ça et que j'ai trouvé passionnant, bon, en tout cas d'un œil extérieur, qui était la photo entre Cristiano Ronaldo et Jordan Peterson. Jordan Peterson, pour ceux qui ne savent pas, qui est un psychiatre clinicien canadien qui est en même temps professeur à Harvard, et qui a été, on va dire, une forme de figure en gros de la branche conservatrice nord-américaine, américaine et canadienne, au point même d'être testé dans les sondages face à Justin Trudeau. Donc on parle de quelqu'un qui a vraiment eu un aura énorme et qui dépasse bien même ne serait-ce que les États-Unis, parce que ça va, y compris en France et en Europe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette photo ? Jordan Peterson, bon, déjà, tu as raison, c'est un homme très influent, et d'ailleurs même le New York Times, qui est un média qui n'est pas du tout sur la ligne de Peterson, avait dit que c'était probablement l'intellectuel le plus influent du XXIe siècle. Et je suis sûr qu'il fait partie de ces gens... C'est ton avis aussi ? Ah oui. En France, je crois que par exemple, c'est Houellebecq qui marquera son époque. C'est celui qui vraiment restera dans le temps. Et je pense que Jordan Peterson aura sa place. Alors, je ne parle pas spécialement en France, mais je crois qu'il va vraiment marquer durablement, du moins son camp. Je rappelle qu'il fait des... alors, ce n'est pas des meetings, c'est des conférences plutôt dans des pays de l'Europe de l'Est, et il remplit des stades. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'intellectuels qui seraient capables de faire cette performance-là. Donc, bon, c'était la petite parenthèse. Mais Jordan Peterson, comme Cristiano Ronaldo, ils ont un logiciel de valeur qui est assez similaire. Pour beaucoup de gens, c'est étonnant parce que c'est la rencontre entre un milieu intellectuel et politique avec le milieu du foot et du sport. Ce sont deux milieux qui ne rentrent jamais habituellement en contact. Mais Jordan Peterson et Cristiano Ronaldo partagent un logiciel de valeur assez similaire parce qu'ils sont attachés à la famille, à la tradition. Ronaldo accorde, et sa femme d'ailleurs accorde une place très importante à la religion, à la famille, à l'idée de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, à l'idée aussi de travail, la valeur travail. On voit que... l'effort. Voilà, exactement, la question de l'effort. Donc en fait, ce n'est pas si étonnant que ça, alors que j'en suis sûr que par exemple, il me semble que Ronaldo avait eu recours à la GPA, il ne me semble pas que Jordan Peterson soit exactement sur cette ligne-là, mais qu'importe. Ils ont un logiciel commun de valeur. Donc en fait, cette rencontre, elle n'est pas si surprenante que ça. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Cristiano Ronaldo est la personne la plus suivie sur Instagram. C'est un des deux plus grands, il fait parmi les deux plus grands sportifs, même pas seulement footballeurs, sportifs du 21e siècle. C'est quelqu'un d'incroyablement influent, plus que la majorité des présidents des pays du monde. C'est assez dingue, et il y a eu quand même une vraie levée de bouclier là-dessus. C'est sûr. Tu t'affiches avec... Oui, mais du coup, moi, c'est sa question. Il y a des gens qui, du coup, suivent Cristiano Ronaldo et l'acclament pour ses exploits sportifs, et qui, du coup, sont incapables de voir le lien avec Jordan Peterson. Pourquoi, selon toi, on ne voit pas ce lien ? Parce que, j'ai envie de dire, la culture de l'effort dont Peterson parle beaucoup, ça semble évident que quelqu'un comme ça, Ronaldo, à ce niveau de performance l'est. Ben déjà parce que la plupart des gens qui ont pu commenter... Alors déjà, j'avais regardé un peu les commentaires de la publication.
la très grande majorité des commentaires sont quand même très positifs, y compris même de personnalités certifiées du milieu du sport, etc., qui valident la rencontre. Donc ça veut dire qu'ils aiment à la fois Ronaldo et Peterson, donc il y en a d'autres. Il y avait eu une rencontre aussi improbable entre Skrillex et Peterson, qui a été carrément allé le voir en fait à l'un de ses conférences. Donc ça montre qu'il y a des gens... J'aimerais beaucoup voir Peterson au concert de Skrillex. Théoriquement, il devrait le faire maintenant. Il devrait lui rendre l'appareil. Donc déjà, la très grande majorité des commentaires étaient quand même très positifs, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a eu des réactions. Je pense à un article de SoFoot qui disait, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, ouais, il s'affiche avec un masculiniste, controversé, etc. Bon, enfin bref, les qualificatifs habituels, c'est ce que je te disais au début, on désigne l'ennemi. On le met dans une case pour pouvoir mieux l'identifier, mais en réalité, la plupart des gens qui s'offusquent de cette rencontre ne connaissent pas le travail de Jordan Peterson, qui, dans le lot, a lu à la fois Map of Meaning, la carte d'essence qui est son premier ouvrage, 12 règles pour une vie, et 12 règles par art de l'ordre. Déjà, il faudrait commencer par ça. Ensuite, tu auras une idée un peu plus globale du personnage. Oui, mais tu critiques beaucoup de gens aussi dont tu n'as pas lu les 3 bouquins également. Non, bien entendu, ça fait partie du jeu et c'est ce qu'on disait au début. Mais au moins que tu t'intéresses à ce personnage-là, parce qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, Jordan Peterson fait vraiment partie de ces rares intellectuels, qui est profondément nuancé. C'est un homme qui est profondément nuancé, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas dans une forme de radicalité. Donc vraiment attaquer Jordan Peterson, à mon sens, c'est pas le plus probant. Si tu veux vraiment t'attaquer à des personnalités d'extrême droite, je crois que le choix de Jordan Peterson est peut-être l'un des pires. Mais c'est justement parce qu'il est très nuancé et très intelligent aussi qu'il rend fou certains militants de la grande déraison, parce qu'ils sont le miroir inversé. Il y a des gens, on le voit lors de ces déplacements, qui l'attendent avec des pancartes, qui sont dans une forme de radicalité de haine. Et lui, il répond juste par une forme de mesure, en apportant des arguments. Lui aussi, il est pour une liberté d'expression pleine et totale. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'a pas de haine. Lui, il n'est pas contre du tout que ces gens-là viennent manifester leur mécontentement. Oui, à des critiques constructives où on apporte des arguments concrets pour démonter sa rhétorique. Mais alors, c'est un facho, c'est un masculiniste qui veut que les femmes soient à la cuisine, c'est une méconnaissance claire de son travail. Oui à la critique elle est très importante, mais la critique intéressante, constructive. Après, la caricature, c'est bien aussi, là, c'est toujours drôle d'attaquer par le biais de l'humour, parce que là, on est sur le référentiel de l'humour, c'est différent. Mais apporter des arguments. Heureusement que tout le monde ne pense pas d'ailleurs comme Jordan Peterson. Ça serait triste. Heureusement que tout le monde ne pense pas comme moi. Mais apportez des arguments. Intéressez-vous un minimum à son travail. Quand tu disais tout à l'heure, tu n'as pas lu les livres de la plupart des gens que tu dénonces. Peut-être pas tous, mais au moins tu connais leurs référentiels, tu connais quand même leurs arguments, tu regardes leurs conférences, donc tu connais quand même leur rhétorique. Oui, tu approfondis le travail. Voilà, c'est-à-dire que tu ne restes pas un tweet, tu ne te focalises pas sur un tweet ou sur ce qu'un média de gauche comme de droite a pu te dire sur telle personnalité. Non, tu essayes d'aller plus loin et à partir de là, quand tu connais un minimum le personnage et ce qu'il propose, tu peux apporter des critiques et heureusement que les gens peuvent le faire. Et comme je t'ai dit au début de cet entretien, comme je vous ai dit, moi je suis pour une liberté d'expression totale. Tant qu'après on ne rentre pas par contre dans de la diffamation, etc. Parce que là on touche à... l'injure. Après l'injure, au moins pour moi l'injure ça permet... Toi même l'injure tu serais pour parce qu'au moins on voit la vraie nature des personnes. On voit la vraie nature, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'injure, si ce n'est pas par le biais de l'humour, parce que là encore, il faut distinguer quand même les deux, la caricature et la satire, c'est extrêmement important. Mais si on est dans de l'injure pure, moi-même je ne suis pas contre, parce qu'au moins la personne montre son vrai visage. Il n'avance pas à visage masqué. Donc moi je suis pour que les gens puissent à la fois tenir les mêmes propos dans leur sphère privée que dans la sphère publique. Des propos qui pourraient être même très choquants, quand il y a eu par exemple des gens qui se sont réjouis de l'incendie de Notre-Dame, qui ont dit de toute façon c'était une vieille bicoque en bois, tant mieux. Ben moi je suis pour qu'il y ait des gens qui disent ça, parce qu'au moins moi je sais que ces gens-là ne sont farouchement pas sur ma ligne. Ça va pas te rendre dingue justement de te dire qu'ils font ces critiques-là mais derrière leur téléphone?
Tu vas pas te dire c'est trop facile? Non, parce que moi je suis pas dans cet attrait pour le combat d'ordre physique. Enfin, c'est pas des choses qui me. Non, mais pas pour le côté je croyais forcément que tu disais bagarre. en Non. gros, non. Mais pour le côté de bon, c'est trop facile, il parle derrière son téléphone, il critique, Il mais a en le fait. droit. Pour moi, il devrait avoir le droit. Comme moi, je pourrais avoir le droit de dire, sans risquer l'ostracisme ou ce genre de choses, je peux avoir le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec les choix d'acteurs pour la série des Anneaux de pouvoir. Mais à un côté, si je demande ça pour moi, je le demande aussi pour les autres. Donc oui, Oui, mais après, ça pourrait justement être, comme tu disais, par contre là, pour le côté bagarre, dangereux si des gens osaient complètement se montrer à 100% tels qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Après, il faut pouvoir assumer ses propos. Il faut pouvoir avoir aussi le courage d'assumer ses propos. Mais aussi avoir le courage d'accepter justement, comme tu dis, comme toi, les critiques et qu'importe de quelle manière elles ont été dites, sans vouloir après rétorquer avec la violence. Donc ça aussi, il faut que les deux camps l'acceptent. Sinon, c'est la liberté d'expression ne pourra pas. Oui, mais sinon, la liberté d'expression. C'est la question un peu de est-ce qu'une société trop honnête devient une société trop violente? Enfin, oui, ça peut basculer. Après c'est des questions d'ordre anthropologique. Ça dépend de la civilisation à laquelle on parle, ça dépend du logiciel de valeur de cette civilisation, ça dépend de tout un tas de facteurs, ça dépend du système politique du pays déterminé. Après, on rentre dans des considérations où il y a tellement de critères qui rentrent en jeu que ça serait difficile de dire qu'est-ce qui pourrait se passer à 100% si un État décidait de mettre en... En tout cas, moi, je suis pour, et je suis pour que justement des gens expriment le fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur cette question-là. Et d'ailleurs, à droite, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout dans cette ligne-là, parce qu'il y a beaucoup de gens à droite qui aimeraient une sorte de retour à l'interdiction de blasphémer, par exemple, ou à ce type de choses. Mais en fait, ce qui n'est pas ton cas. Non, ce qui n'est pas mon cas, parce qu'il faut avoir une forme de logique. Si on le demande par la religion catholique, les autres religions demanderont exactement la même chose. Donc vous ne pouvez pas, d'un côté, valider, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, et de l'autre dire, oui, mais nous, on demande à ce que le catholicisme ne soit pas touché, même si la France est un pays qui a un lien extrêmement étroit avec le catholicisme. Non, il faut pouvoir être cohérent après. Enfin, c'est mon point de vue. Est-ce que tu considères que Macron est de droite ? Alors là, on en revient aux mêmes problématiques qu'au début de la vidéo. C'est-à-dire, qu'est-ce que la droite? Est-ce que c'est la droite libérale d'un point de vue économiquement? Est-ce que c'est la droite qui est libérale sur les questions de société? Comme je vous ai dit, il y en a qui considèrent que Macron est d'extrême droite parce qu'il a dit sur le plateau de France 2 la dernière fois que la moitié des agressions, c'était quelque chose comme ça, était le fait d'étrangers en Île-de-France. Donc pour certains, maintenant, il est catégorisé à l'extrême droite. Pour la droite, style les Républicains, c'est un homme de gauche parce qu'il est issu d'un gouvernement, il est issu du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, lui-même, dans son livre, je crois, Révolution, il se revendique comme un homme de gauche, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, toute la gauche, notamment écologique, le considère pleinement comme quelqu'un de droite. Sans aucune forme de concession. De droite libérale. Certes, mais de droite quand même. Moi, je vous dirais surtout, parce que si je vous dis, par exemple, si je vous dis il est de droite, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord, etc. Et si je dis qu'il est de gauche, ça sera la même chose. Je vais vous dire plusieurs choses sur Macron. Déjà, je pense que c'est un progressiste. Moi, je vous le dis en tant que conservateur. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est un progressiste. C'est-à-dire que lui, il a des idées très arrêtées sur des questions sociétales. Donc, par exemple, tout ce qui est de l'ordre du mariage homosexuel et même de l'homosexualité en général, enfin, des LGBT, parce que, attention, je fais bien la distinction entre l'homosexualité et le mouvement LGBT. Ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, vous voyez, même moi, je tombe dans le piège, on a tendance à les regrouper. Mais on pourra en parler après si vous voulez. Sur les questions, par exemple, de la fin de vie, il a ouvert ce débat il y a peu et je pense que ça sera... On a fait un débat d'ailleurs sur la chaîne entre Geoffroy Lejeune et Jonathan Denis. Exactement, vous l'avez abordé et je crois que d'ailleurs, je fais une parenthèse très rapidement sur ce débat, ça m'a fait beaucoup rire parce que la personne en face de Geoffroy Lejeune disait que lui, il était pour qu'on en discute, et je suis d'accord avec lui, c'est très bien, mais il sait qu'au final, au fond de lui, il sait, selon moi, que le projet va aboutir. À mon avis, ça va aboutir. Tant mieux qu'ils en discutent quand même. Oui, mais totalement. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais en fait, pour moi, les dés sont pipés. C'est-à-dire que Macron le veut, ça se fera. On est sous la Ve République, exécutif fort,
il a la majorité à l'Assemblée nationale, la question ne se pose pas. La fin de vie arrivera en France quand le Il veuille n'a ou pas non. vraiment la majorité, mais... Oui, il n'a pas vraiment la majorité, Non, mais je te enfin, taquine, mais oui. mais en fait, c'est avec les Républicains. Et de toute façon, il Oui, de toute refera façon, une dissolution. Il fera une dissolution quand il le souhaite et quand le moment Bien sera sûr. opportun. Ça, bien Donc, sûr. Ça, c'est il sûr. finira par Ça, on est l'avoir. d'accord. Et même, je suis de ceux qui pensent qu'il l'a déjà par le biais des Républicains, parce que les Républicains, c'est ses voix de réserve. Et je pense que même certains députés, Du pourquoi Parti pas, Socialiste ou de l'Europe ah Écologie oui, Les Verts totalement, seront pour, serait pour. Donc ça fait que, en fait, symboliquement, il ne l'a pas. Non, Mais pour mais moi, bien sûr que voilà, oui. il a. Donc, et puis c'est sans compter tous les autres outils dont dispose le président pour faire avancer ce type de questions. Donc, pour moi, ça verra le jour. Donc, Macron a une vision de la société qui est progressiste sur ces questions-là. Ce n'est pas mon cas, je suis un conservateur, donc forcément, je le combats pour ça. Mais surtout, j'avais écrit un article dans la Furia numéro 2 sur Macron. Je pense que c'est un machiavélien. C'est-à-dire que Macron sait très bien souffler le chaud et le froid. Un jour, il va donner des gages à droite. Le lendemain, il va dire l'inverse à la gauche. Et ainsi de suite. Il ne cesse toujours, ce qui est d'ailleurs la qualité du prince. Machiavel le dit, le prince, c'est celui qui arrive, où en fait ses mouvements sont quasi de l'ordre de l'imprévisible. Ça l'est de moins en moins avec Macron, parce que le temps passe, le masque se fissure, etc. On commence à connaître. Voilà, on commence à connaître Oui, le puis il garçon. n'a plus besoin aujourd'hui, c'est bon, il a Oui, été puis réélu, maintenant, il n'a de plus toute- besoin de se dire oui, j'aurai mais une il reviendra. troisième. Il reviendra. C'est pas impossible, ça. Moi, je crois au scénario de Houellebecq dans Anéantir. On va se retrouver dans une situation où le scénario va être le suivant. Donc Macron va finir son second mandat. On va se taper, désolé pour l'expression, Édouard Philippe. J'en suis quasiment certain, parce que ça correspond au logiciel français pour le moment. Après, C'est pas dit qu'est-ce qui va se évolue. passer, Pas dit, ouais. qu'est-ce qui va se passer par rapport à la gestion de cette alternance, parce que est-ce que Philippe va vouloir en faire deux, etc. Mais je crois, et j'en suis sûr, qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il a créé une forme de doctrine politique, alors qui n'a pas vraiment d'épine dorsale, mais c'est comme le Trumpisme. Le Trumpisme aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, mais il a créé une forme de doctrine, ce qu'on pourrait appeler le macronisme, ou ce que certains Oui, appellent Ouais, d'accord. l'extrême centre. Et je crois que c'est quelque chose qui marche beaucoup en France, parce qu'on a un pays qui aime être dirigé par le centre. Enfin, c'est ma De toute vision façon, des choses. Voilà. une élection se C'est- gagne par le centre, elle ne Ouais, se gagne pas par les Je extrêmes. dirais même c'est ce que j'allais exactement dire, par le c'est- centre droit. C'est le centre droit. D'ailleurs, c'est l'une des thèses de Cormier-Denis, que je salue au passage, qui pour lui, si la droite, mon camp, enfin, l'extrême droite, La même droite si- dure, si tu veux. la droite, Ça, voilà, entre appelons ça compromis. comme vous voulez. Si elle voulait gagner, il faudrait avoir une sorte de gendre idéal, qui ait des positions de centre droit et qui, une fois au pouvoir, montre en fait qu'il est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était réellement au cours de la présidentielle. Un Jordan Bardella? Non, parce que Bardella, pour moi, je pense que Bardella est intéressant, mais il n'y arrivera pas. Ou alors ça pourrait prendre beaucoup d'années, parce qu'il est quand même affilié à Le Pen, donc enfin à la famille Le Pen, à la dynastie Le Pen, et que pour un certain nombre de Français, ça reste encore une impossibilité, Ouais. même si on voit que quand même les lignes bougent. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de Jordan Bardella avec des jeunes femmes qui commentaient « il est beau, je voterai pour lui, même si j'ai jamais voté Front National ». Des gens disaient la même chose de Macron, Ouais, d'ailleurs. Ouais, voilà, donc, mais la question du charisme, d'ailleurs, est extrêmement importante en politique. C'est une notion qu'on n'aborde jamais. La question du physique, alors non pas que Macron soit un top modèle, mais Macron a beaucoup joué sur l'image de Kennedy, notamment au cours de son premier mandat. Bon, après, ça, c'est des détails, on s'éloigne un peu de ce que je disais au Non, mais début. ça tombe bien, parce que c'est un peu la dernière question que je voulais te poser, en tout cas la dernière question de l'entretien. C'est un truc que tu as commencé très récemment de faire des vidéos où tu te mets un peu en scène avec une question un peu de style, de tenue et tout. Et Virilité. oui, on pourrait même, je suis d'accord, on pourrait même Ouais, le qualifier, on pourrait le qualifier comme ça. Est-ce que finalement, ce que tu fais là, c'est, je sais pas, une tentative, on va dire, de guerre culturelle, ou en gros d'essayer d'aller au-delà des idées pour essayer de faire et progresser tes idées et tes messages? Au travers d'un peu d'humour, d'ailleurs. On est d'accord Si, que si, tu mets un peu d'humour dedans. Si, totalement. Alors, je finis juste très rapidement Vas-y, sur vas-y, Macron vas-y, bien sûr. pour clore la parenthèse sur ce gentil garçon. C'est que, donc, voilà, Macron souffle le chaud et le froid. Et je crois que lui-même ne sait pas vraiment, et désolé pour l'expression, où il campe. Il ne sait pas des fois, parce qu'en fait, il veut se maintenir au pouvoir, et pour se maintenir au pouvoir, il faut être capable de faire des concessions, de donner des gages, d'être mouvant, et d'être surtout imprévisible. C'est ce que dit Machiavel dans Le Prince. Le prince doit être imprévisible. On ne doit pas pouvoir
calculer c'est quoi l'avance. Maintenant, c'est plus difficile parce que, comme je vous ai dit, dans tous les cas, il est progressiste sur les questions sociétales, donc on peut le voir venir de là, mais en réalité, ça peut durer qu'un temps, cette stratégie. Mais au moins, ça a marché puisque de toute façon, il a été réélu et qu'il reviendra, j'en suis convaincu. Et je pense que d'ailleurs, Édouard Philippe fera à peu près la même chose, mais il sera peut-être un peu plus à droite. Il sera de centre droit. Donc pour terminer, est-ce que je fais un combat de guerre culturelle en utilisant l'humour et le style? Oui, totalement. Totalement. D'ailleurs, c'est souvent ce qui m'est reproché, de parler de vêtements, de ce type de considérations. Bon. Tu as fait une vidéo YouTube d'ailleurs en donnant des conseils. Mais déjà, en fait, ce que mes ennemis politiques, pour reprendre l'expression du début de l'entretien, n'ont toujours pas compris, c'est que il suffit de regarder mes premières vidéos sur la chaîne, c'était du développement personnel. Donc c'est pas comme si le projet n'était pas clairement affiché depuis le début. Je fais du développement personnel déjà de base et c'est ensuite que je suis allé vers le politique. Donc c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Non mais les mecs qui disent... En quoi c'est lié? Non mais les gars qui disent, ils parlent de vêtements ou de dev perso, mais les gars, réveillez-vous, ça fait 2 ans que je fais ça. Et c'est le début de la chaîne. Mais après, c'était une parenthèse. Mais bien sûr, mais en quoi c'est lié? Parce que j'ai vu, et tu n'es pas le seul à avoir mélangé le développement personnel et la politique. C'est très simple. Je prendrais l'exemple, ne serait-ce que de la guilde des potiers, donc de l'atelier Missor. On peut prendre aussi l'exemple de la chaîne des Philogines. Ouais. En quoi c'est lié, justement, ces questions de développement personnel et ces questions de politique? Pour moi, c'est lié parce que si on prend, par exemple, l'atelier Missor, d'ailleurs, je les salue parce que quand je suis allé dans leur atelier, j'ai été juste subjugué par ce qu'ils font. Là, ils sont en train de faire bon, c'est pas un secret, ils l'ont affiché, ils sont en train de faire une statue de à peu près 2 mètres, je crois, 1,90 m de Napoléon, avec un glaive, etc. Enfin bon, c'est assez magnifique. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis allé à l'atelier, ils se vouvoyaient. Alors certains pourraient trouver ça ridicule, certains pourraient... ouais, ou même vieux jeu, et d'ailleurs ils auraient le droit. Hein. Mais ils ont posé des règles, ils ont posé un cadre. Et on voit que d'ailleurs, leur boîte marche. Alors je ne dis pas que les boîtes qui n'ont pas de règles, etc. Parce que, c'est ce que j'allais dire. Parce que ouais, exactement. Donc, dans la Startup Nation, il faut nuancer. Il y a des boîtes où il n'y a pas de règles et qui font beaucoup d'argent aussi. Bien sûr, mais au moins, il y a une synergie. Parce qu'ils partagent tous ce logiciel de valeur. Et on le voit même par le produit final. Le produit final, ils ne sont pas en train de vendre, je ne sais pas moi, ils ne sont pas en train de vendre des sextoys, quoi. Alors désolé pour la comparaison, mais ils sont sur des bustes avec des personnalités qui incarnent parfois une certaine idée de la France, etc. Donc c'est assez logique. Donc ils ont à l'intérieur de leur atelier une organisation avec certaines valeurs qui sont clairement affichées. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est après de l'ordre, c'est du personnel, mais on voit qu'ils sont animés par certaines idées et que ça transpire dans la création même du produit final. Donc je crois que quand on a des idées politiques, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait est-ce que tu pourrais être ami avec des gens qui ne sont pas de ton camp? Oui, mais à un moment, il y a de la politique, enfin découle de la politique des choix de vie. Des choix de vie qui peuvent être diamétralement opposés. Un exemple tout con. Tu prends quelqu'un qui est issu de la gauche républicaine et tu prends une femme de la gauche républicaine et un homme de droite conservatrice. Ils se marient. C'est un exemple que j'ai avec un ami. Le couple s'est disputé je ne sais pas combien de fois pour savoir s'ils allaient mettre leur enfant à l'école républicaine, publique, ou dans l'école privée. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, il découle après un certain nombre de choses, parce que si tu mets à l'école privée, il y a toute une éducation en lien avec la religion, parce que c'était une école privée catholique, que tu n'as pas forcément dans le public. Donc, tu vois, c'est un choix qui est de l'ordre du politique, qui correspond à une idéologie déterminée, et découle de cette idéologie-là des changements concrets, des changements dans le réel. On ne va pas mentir, la plupart des hommes qui portent des costumes ou qui accordent une place assez importante à ce qu'on appelle l'art sartorial sont classés vulgairement à droite. Parce qu'ils ont le budget,
parce qu'il faut aussi parler de ça, il y a une logique de reproduction sociale aussi, ils ont le budget, c'est quelque chose qui les attire de base, etc. C'est une forme, c'est un lien avec l'esthétisme. Roger Scruton l'a largement abordé, il était conservateur et d'ailleurs il accordait une place très importante au style. Donc tout ça c'est lié. En fait, même la manière dont on consomme nos aliments. Qu'est-ce qu'on décide de manger? Est-ce qu'on va privilégier la junk food ou est-ce qu'on va choisir des aliments du terroir avec un circuit court, etc. Moi, il y a une personnalité que j'aime beaucoup à droite, c'est Dominique Vénère, qui était qui s'est suicidé à Notre-Dame, comme vous le savez. Et Dominique Vénère a vécu toute sa vie dans une forme de cohérence parfaite avec ce qu'il incarnait. Oui, donc, mais je te prends un exemple ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus, mais là où moi j'ai un désaccord, c'est qu'il y a aussi énormément de gens de droite qui en fait sont des absolus fans de rap. Rap même, j'ai envie de dire, de banlieue. Et j'allais t'en parler. Et à l'inverse, beaucoup de gens de gauche qui sont fans de musique classique et de littérature extrêmement, on va dire, vieux jeu, pas dans le sens époque, mais dans le sens même presque tradit du terme, ouais. On en parle justement dans la vidéo avec... exactement, on en parle justement dans la vidéo avec Papacito et Baptiste en disant que beaucoup de gens se revendiquent de droite, mais est-ce que... Alors, on ne dit pas qu'on est parfait, loin de là. Chacun porte ses croix. Mais on dit dans cette vidéo que, typiquement, quand tu es de droite conservatrice et que chaque jour que Dieu fait, tu te plains, par exemple, du wokisme, etc., ce que tu as le droit de faire, et qu'à côté de ça, tu finances avec ton argent des plateformes qui n'ont pas tes idées, pour moi, il y a une forme d'incohérence. Ça ne veut pas dire que tu es une merde si tu le fais, parce que de suite, il ne faut pas sortir les grands mots. Mais pour moi, c'est une incohérence par rapport à ce que tu te gâcherais pas la vie à faire... à vouloir tellement suivre tes convictions et tes valeurs non, parce que alors non, je crois que justement, c'est l'inverse. Je crois que ce qui rend malheureux les gens, c'est de ne pas vivre en cohérence avec leurs idées. Mais il y a des compromis aussi. Hein. Pourquoi ? De quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une dissonance qui se crée. Il y a une dissonance, c'est soit que les idées que tu veux incarner dans le public, tu n'y crois pas vraiment, donc en fait, c'est le masque social. En fait, si tu portes un masque social qui est pour moi trop différent de celui de ta vie de tous les jours, de ce que tu es vraiment, ça sera beaucoup trop lourd à porter. C'est comme un rôle que tu joues constamment au quotidien. Moi, je suis quelqu'un de constant, c'est-à-dire que, comme on me connaît dans le privé, je suis comme ça dans le public. Ce qui fait que je ne joue pas un rôle. D'ailleurs, contrairement à ce que certains affirment, certains disent « il joue un rôle, etc. » Non, c'est moi. Donc, ça fait que, je peux le dire, je suis profondément heureux dans ma vie parce que chaque jour que Dieu fait, tout ce que je fais, je le fais parce que je suis animé avec certaines idées. Attention, personne n'est parfait. Ça ne veut pas dire que parfois, je ne vais pas manger dans un fast-food ou des conneries du genre. Il ne faut pas après non plus vivre d'une façon complètement sclérosée. Mais quand même d'être, dans la mesure du possible, au maximum en cohérence avec ses idées. Comme tu l'as dit, il faut savoir faire des concessions, etc., bien entendu, sinon c'est profondément triste. Et il faut être aussi ouvert à l'expérience. Moi, je suis quelqu'un à droite qui est très au niveau des conservateurs, qui est très intéressé par... l'aventure, en fait. L'aventure ou même des problématiques. Typiquement, la droite se refuse à parler de sexualité ou de problématiques en lien avec la séduction. Je pense que c'est une erreur. Alors, tu en as cité, il y en a, par exemple, Léo des Philogines, mais ça reste quand même une niche. Il y a beaucoup de gens, au niveau des conservateurs, qui sont là en mode, oula, on ne va pas parler de ces sujets parce que c'est pas sérieux, c'est trivial. Non, je pense que c'est une erreur, il faut en parler parce que si on ne rencontre pas un ou une partenaire, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de famille, donc non, il faut en parler. Donc si tu veux, il faut être ouvert sur tout un tas de sujets, il faut être à l'écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, même si on n'est pas d'accord, et c'est comme ça qu'après on avance en tant qu'individu. Mais par contre, je crois que oui, si tu as des idées et que tu fais l'inverse de ces idées, il y a une dissonance et qu'au bout d'un moment, tu ne sais pas où tu campes, comme on disait tout à l'heure l'expression. Donc ça ne veut pas dire qu'à petit niveau, il n'y a pas des arrangements, même si tu es en famille ou en tant qu'ami. Si par exemple, tu es personnellement contre les fast-foods, mais que tu es obligé parce que les circonstances font, tu y vas. Tu y vas et tu fermes ta gueule, parce que tu es soumis au groupe. Sinon, mais c'est tout. Donc, il ne faut pas être après vieux jeu et rabat-joie non plus. Mais il faut être en cohérence avec ses idées.